Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes plus de 500 à avoir rejoint ce webinaire consacré au marché immobilier parisien. Donc, merci de votre présence et merci surtout pour les nombreuses questions que vous nous avez envoyées et qui nous serviront de fil rouge durant cet après-midi. Je m'appelle Laurent Caillot, je suis journaliste spécialiste de l'immobilier. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde qui abordera avec Barnes le marché immobilier de prestige à Paris et comment ce marché a tenu le choc face à la crise du coronavirus. Nous verrons que le marché et ses acteurs se sont réinventés de façon spectaculaire pour répondre aux nouveaux enjeux et aux nouvelles normes sanitaires imposées à travers le monde et à Paris en l'occurrence, depuis 1 mois et demi. Précision importante, il ne nous appartient pas aujourd'hui de prendre position sur la crise elle-même, ni sur la manière dont tel ou tel pays a réagi, mais bien d'analyser le marché tel qu'il se présente aujourd'hui, 29 avril 2020, et quelles sont ses évolutions possibles dans les semaines, voire les mois à venir. On ne présente plus le groupe Barnes, mais je vais quand même vous le présenter. Fondé par Heidi Barnes et Thibaut de Saint-Vincent voilà 25 ans, Barnes est aujourd'hui la première société internationale d'immobilier résidentiel haut de gamme totalement intégrée. C'est-à-dire qu'elle propose à ses clients français et internationaux une offre de services globale, personnalisée, qui s'illustre via la vente d'appartements, de maisons, d'hôtels particuliers, d'immeubles, de châteaux, de programmes neufs, de propriétés de chasse, de haras, de vignobles ou de yachts. Et ceci dans 15 pays et 60 destinations, entre villes et lieux de villégiature, en bord de mer ou en montagne. Nous commencerons cette table ronde avec Thibaut de Saint-Vincent, qui est donc le président de Barnes, pour échanger avec lui sur la situation globale de l'immobilier de prestige et sur le retour d'expérience de Barnes à travers les dernières semaines. Je donnerai ensuite la parole à Richard Sipin, qui est le directeur général de Barnes et qui est plus spécialement en charge de superviser le marché parisien. Nous verrons ensuite comment l'activité s'est poursuivie sur le terrain ces dernières semaines avec Thierry Chomel, qui est directeur associé en charge des 6e, 7e et 15e arrondissements sur la rive gauche, Philippe Joffre, qui est directeur associé en charge des 1er, 8e et 17e arrondissements sur la rive droite, et Guillaume de Blahy, qui est directeur associé en charge du 16e arrondissement, lui aussi sur la rive droite. Enfin, nous aurons une intervention très attendue de Grégory de Simancourt, qui est notaire à Paris et qui travaille régulièrement avec le groupe Barnes. Il nous racontera comment les notaires se sont eux aussi réinventés en quelques semaines, de façon là aussi spectaculaire, avec en ligne de mire des avancées extraordinaires. Le mot n'est pas innocent, vers une digitalisation complète de l'acte notarié, à terme bien sûr. Commençons donc par Thibaut de Saint-Vincent. Thibaut de Saint-Vincent, comment se porte le marché immobilier de luxe au cœur de cette crise sanitaire inouïe et d'une ampleur inédite? Écoutez, oui, je vais vous surprendre. Non seulement l'immobilier de prestige résiste, mais il sera probablement l'un des rares gagnants de la crise que nous traversons. La crise du coronavirus intervient dans un contexte qui était extrêmement favorable à l'immobilier de prestige partout dans le monde. Depuis une dizaine d'années, la demande y était supérieure à l'offre dans chaque pays. Et donc, nous allons aujourd'hui avoir une réaction différente selon les données politiques et économiques propres à chaque pays et des profils économiques, des profils immobiliers qui diffèrent d'une ville à l'autre, d'une station balnéaire ou d'une station de ski à l'autre. Donc, le coronavirus est intervenu dans un marché euphorique à Paris, dans un marché qui ne demandait qu'à repartir à Londres, dans un marché qui commençait à s'essouffler à Madrid ou dans un marché qui repartait à la hausse à Miami. Donc la sortie de crise sera différente à Paris, à Madrid, à Londres ou à Miami, et elle sera différente d'un lieu de villégiature à l'autre. Thibaut de Saint-Vincent, expliquez-nous en quoi l'immobilier de prestige est une valeur refuge et en quoi il l'est actuellement. Alors, l'immobilier de prestige, a toujours été, depuis une vingtaine d'années, la valeur refuge par excellence. La crise du coronavirus a permis aux clients de prendre conscience qu'avoir un bien de qualité bien placé, avec de beaux volumes, une belle vue, un beau jardin, c'est aussi le meilleur des refuges quand le monde extérieur est hostile. Et on l'avait oublié, mais la pierre de qualité, ce n'est pas qu'un refuge financier, mais c'est aussi un refuge physique, en plus d'être, on l'a constaté récemment, une base arrière professionnelle. Donc la plupart des acquéreurs en ont aujourd'hui vraiment pleinement conscience. On le disait en introduction, le groupe Barnes s'est implanté dans 15 pays. Dressez-vous le même constat dans tous les pays où vous êtes présent?
Oui, alors dans toutes les villes où nous sommes implantés, nous avons reçu de nombreux appels d'investisseurs qui se disent prêts à agir rapidement pour acquérir des biens de qualité dont le prix serait intéressant. Donc, on reçoit des appels de particuliers qui nous disent être pressés d'acheter car ils disposent de sommes importantes et qui ne souhaitent pas laisser sur leur compte en banque. On continue donc à réaliser des ventes dans tous les quartiers de Paris, mais également dans le sud de la France, à Biarritz, à Londres ou à Miami. Évidemment, celles-ci sont beaucoup moins nombreuses qu'avant. Elles se comptent sur les doigts d'une main dans chacune de ces villes, mais elles nous permettent de constater que l'immobilier de prestige résiste et fait même plus que résister, semble sortir du lot dans cette crise que nous traversons. De nombreux internautes se demandent en quoi cette crise se rapproche ou diffère de celles qui ont précédé. Vous avez vous-même plus de 30 années d'expérience dans l'immobilier, donc vous avez connu les crises précédentes, telles de 92, celle de 2008. Quel rapprochement ou quelle distance faites-vous entre celles que nous traversons et celles qui l'ont précédée? Oui, alors revenons sur la crise de 92 qui a suivi le déclenchement de la guerre du Golfe fin 91. Alors 92 a marqué dans le monde entier la fin d'un long cycle de hausse de l'immobilier et on a connu ensuite une chute des prix de près de 50% entre 92 et 97. En 2008, la crise financière a vu l'immobilier accuser partout le coup dans le monde en septembre 2008, mais très vite, à partir du mois de mars 2009, le marché est reparti à la hausse. Donc la crise a été relativement courte en 2008. Donc la crise du coronavirus, elle est très différente des deux précédentes. Elle est différente de celle de 92, car à cette époque, l'immobilier haut de gamme n'était pas considéré comme une valeur refuge comme il l'est aujourd'hui. Et elle est différente de celle de 2008, où les principaux acteurs vendeurs, investisseurs, ne disposaient pas d'autant de liquidités qu'aujourd'hui. Donc, dans ce contexte, on est assez confiant. On anticipe effectivement, après la période de confinement, un trou d'air qui devrait être de l'ordre de 3 à 6 mois, avec probablement une chute du volume des transactions. Mais on le voit déjà poindre à l'horizon des ventes de nécessité et des achats d'opportunités. Et après cette période, c'est-à-dire probablement en fin d'année, à la rentrée de septembre-octobre, les transactions devraient repartir avec un rythme plus soutenu et des prix qu'on anticipe plus ou moins au niveau d'aujourd'hui ou très légèrement inférieurs. Merci Thibaut de Saint-Vincent. Alors justement, passons au marché parisien. Richard Tsipin, vous êtes directeur général de Barnes, en charge du secteur et du marché parisien. La première question, celle que nous ont posée la quasi-totalité des internautes, comment se porte le marché, en restant bien sûr sur le marché de prestige qui est l'ADN de Barnes. Comment se présente ce marché après 6 semaines de confinement à Paris? Bonjour à tous, oui effectivement. Je vais faire un tout petit retour en arrière de 2 mois parce que cette crise est arrivée à un moment très particulier sur le marché immobilier. Puisqu'au premier trimestre 2020, juste avant la crise, le marché parisien atteignait des records, à tout point de vue des records en volume, puisque en 5 ans, le nombre de ventes a progressé de 15%, et en prix, avec une hausse exceptionnelle de 30% en 5 ans, qui amenait les prix pas très loin des 11 000 € le mètre carré. Donc c'est vraiment un moment très particulier. On parlait d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en rappelez, d'une bulle potentielle. Une bulle potentielle, puisqu'on était arrivé à un niveau tout à fait exceptionnel, qui était contenue sans doute grâce à des conditions d'emprunt historiquement favorables, à la fois au niveau des taux très très bas, et puis des durées d'emprunt très longues. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour que l'immobilier soit exceptionnellement élevé. Ces conditions, d'ailleurs, ont commencé à se resserrer avant la crise. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, et je dirais que ce phénomène de resserrement va sans doute continuer pendant et après cette crise, évidemment. Donc, Barnes, pour faire un point de situation très précis, on a la chance d'être le premier acteur de l'immobilier haut de gamme à Paris, depuis 2 ans d'ailleurs, avec près de 1000 ventes par an, et cette base statistique nous permet d'avoir une impression assez claire de ce qui se passe. Donc, le 16 mars, le confinement, toutes les agences ferment, nos 200 consultants s'arrêtent de travailler, comme toute la France. Qu'est-ce qu'on a constaté depuis? Première phase choc, les 3 premières semaines, tout le monde est sidéré, tout le monde passe sa vie devant les écrans et les infos pour comprendre ce qui se passe. Cette phase a duré à peu près 3 semaines. Et là, il ne s'est rien passé. Depuis début avril, nous avons senti un vrai frémissement qui s'est traduit d'abord par un retour des internautes sur le site. Donc, un niveau de
d'accès au site de plus 20, plus 30% de semaine en semaine. Et on a senti aussi une reprise du contact avec les notaires. Et finalement, on a senti le cœur de ce marché se remettre à battre. Un mot d'ailleurs, je fais une parenthèse pour les notaires, dont un notaire fameux est parmi nous, Grégory Tsimanko, vous l'avez cité tout à l'heure. On aimerait les remercier vivement parce que des dizaines de notaires ont réagi, se sont impliqués et ont mis en place tous les systèmes de travail nouveaux qui sont les procurations, les signatures électroniques et tout ce qui nous a permis d'aller au bout de nos dossiers avec nos clients. Donc, alors, justement, Richard, aller au bout de vos dossiers avec vos clients, en termes de volume, en termes de chiffres, comment cela s'est-il traduit? Est-ce que l'intégralité des dossiers a pu se poursuivre normalement et poursuivre son cours normal? Alors, le 17 mars, on est confiné et à ce moment-là, chez Barnes à Paris, nous avons 200 promesses à peu près qui sont signées. Donc, comme vous le savez, promesse signée doit aller à un acte authentique 3 mois plus tard. Sur ces 200 promesses signées au 17 mars, 17% ont été signés pendant le confinement. Les actes authentiques, pardon, ont été signés pendant le confinement, à distance, grâce au notaire. 77%, donc les 3/4, sont toujours en attente, mais dans un délai normal entre la promesse et la vente. Donc, théoriquement, et de façon globalement assez favorable, d'après les retours qu'on a, 77% seront signés entre mai et juillet prochain. Et 6% seulement de rétractation post-promesse. C'est un chiffre qui est légèrement supérieur à l'habitude, on va dire, mais c'est la plupart du temps lié à des refus de prêt. Deuxième point, deuxième élément, indicateur intéressant, il y avait le 17 mars chez Barnes à Paris 140 offres acceptées par des vendeurs, offres faites par des acheteurs, acceptées par des vendeurs qui doivent se concrétiser par des promesses de vente dans la foulée. Sur ces 140 offres, 25% ont été confirmées et signées en promesse de vente pendant la durée du confinement. Donc là aussi, grâce au notaire, grâce à tous d'ailleurs, on a pu finaliser 25% des offres en promesse. 15% seulement ont été annulées. 15%, ce n'est pas très supérieur à ce qu'on a d'habitude parce que lorsqu'une offre est acceptée, l'acheteur peut encore changer d'avis, acheter un autre appartement, se dédire, etc. Et 60% sont toujours en cours, 60% des 140 offres sont toujours en cours pour une signature de promesse de vente dans les mois, 6 semaines à venir à peu près. Donc, c'est plutôt positif. Très peu de renégociations, parce que ça, c'est aussi un sujet qu'on pouvait imaginer. L'acheteur voit le drame économique qui se présente, se dit évidemment les prix vont chuter, je vais renégocier. Sur les 140 offres que nous avions le 17 mars, il n'y a même pas eu une dizaine de renégociations. Il y a eu quelques renégociations de l'ordre de 5% à peu près, sur 10% des offres, donc c'est vraiment très très faible. Et je dirais, attention à ceux qui veulent en profiter pour renégocier. J'ai un exemple en tête d'un appartement dans le 16e où l'acheteur a voulu renégocier, le vendeur a refusé, et le jour même, un acheteur est arrivé et l'a acheté au prix initial. C'était un très bel appartement, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de renégocier. Donc pour terminer ce point-là, malgré la crise, honnêtement, on a un vrai sentiment de confiance qui reste pleine et entière dans l'immobilier haut de gamme. Richard Tsipine, 6% de rétractation post-promesse, c'est un chiffre assez remarquable vu les circonstances. Comment avez-vous entretenu le lien justement avec vos clients durant cette période, sachant que les agences étaient fermées et que vous, les Barnes, vous étiez tous confinés chez vous et vos clients aussi? Oui, alors pour revenir sur la première phase, qui était cette phase choc de traumatisme, on a voulu chez Barnes rester vraiment très discret et ne pas reprendre contact du tout avec les clients à ce moment-là. On aurait trouvé ça un petit peu gros, entre guillemets. Donc, on a laissé tout le monde se confiner, entre guillemets, et rester en famille et dans cette période compliquée. Mais, évidemment, depuis le début, on a beaucoup réfléchi. Et nous avons attendu un moment plus favorable pour reprendre le contact avec nos clients. On a attendu la date de déconfinement. On a attendu que le pic sanitaire soit passé. On s'est dit on sera sans doute dans un move psychologique beaucoup plus positif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Barnes, à Paris, nous avons des dizaines de milliers de clients acquéreurs potentiels dans le fichier. Ce qui nous permet d'avoir, si on sait les contacter, d'avoir une impression très, très précise du marché. Donc, on leur a envoyé des mails personnalisés à chacun d'entre eux avec l'ensemble de nos équipes. Et ce qu'on peut dire, c'est que globalement, une grande majorité des clients conservent leur projet de déménagement. Ils ont tous évidemment eu le temps de bien réfléchir à leur projet, de mieux cerner leurs besoins, et je vous avoue que les espaces extérieurs ont une cote comme jamais. Alors, pour parler de cette période où on a réfléchi, il y a un mot, j'ai appris récemment qu'un mot en chinois
le mot crise en chinois avait une double signification. Elle voulait dire danger, mais elle voulait dire aussi opportunité. Donc pour le danger, on a bien compris. En revanche, nous pensons que cette crise va nous apporter de belles opportunités et surtout à nos clients pour leur faire gagner du temps et éviter trop de contacts, évidemment, en développant systématiquement deux styles, deux types de visites virtuelles. Alors, il y a d'abord cette visite virtuelle. On vient de passer un accord avec une société qui est un peu la Rolls de la visite virtuelle, qui utilise un système qui s'appelle Matterport. Et pour chacun des biens que nous allons avoir en mandat de vente, nous proposerons une visite virtuelle que j'appelle figée, entre guillemets, et qui permet à l'internaute, au client potentiel, de visiter son bien sur Internet de façon extrêmement réaliste. Et si vous voulez, je vous propose que notre CTO, Eric Boussard, nous fasse une petite démonstration pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc ici, on a le plan en 3D de la maison, donc une maison moderne en plein cœur d'Asnières. On peut rentrer à l'intérieur. Là, on a chaque pièce à 360 degrés. On peut circuler d'une pièce à l'autre, comme ceci. Et à nouveau, on voit tout comme si on était à l'intérieur, complètement en 3D. Et après, on a d'autres images. Ici, la terrasse extérieure avec une belle plancha, où on voit à 360 degrés, comme si on était à l'intérieur, on est réellement dans une visite virtuelle. Je vous rends la main. Richard Sipin, ce type de visite donc, va être amené à se généraliser Oui. avec Barnes? Absolument, l'idée c'est de pouvoir le proposer à tous nos clients vendeurs qui nous confient un mandat de vente, parce que ça répond évidemment à un besoin très clair qui est de pouvoir gagner du temps, présélectionner les biens qu'un acquéreur potentiel souhaite acheter. Et c'est une avancée technologique et en termes de service qui est absolument inévitable aujourd'hui. Et je dirais qu'on va la coupler à un autre type de visite virtuelle. On proposera à nos clients, et le consultant proposera à son client, d'organiser des visites virtuelles en live avec des systèmes type FaceTime, donc avec un iPad, un iPhone ou ce que vous voulez. Le client restera chez lui ou à son bureau et le consultant se promènera dans l'appartement ou dans la maison en direct, pourra présenter le bien au client et répondra à ses questions. Et donc, ça répond vraiment à un nouveau besoin qui est provoqué par cette situation et qui certainement continuera lorsqu'on reviendra à la vie normale, entre guillemets, parce que c'est un vrai plus. Alors, troisième point qui est important pour nous, c'est qu'on met en place immédiatement un système de mandat électronique extrêmement rigoureux, sans aucun risque, et qui permettra aussi à tous les clients de le signer depuis chez eux, depuis leur bureau, depuis là où ils veulent, sans se déplacer, sans contact, avec évidemment un système de code très sécurisé et certifié. Donc ça, c'est aussi une avancée importante. Bref, si je voulais terminer sur ce point-là, je pense que cette crise va nous permettre de remettre en question nos modes de travail, comme dans beaucoup d'activités, de les améliorer, évidemment, de faire gagner du temps à nos clients, sans aucune dégradation, bien au contraire, de la qualité du travail. Et ces nouveaux process permettent d'améliorer sans aucun doute le service que nous apportons. Il restera, à mon avis, en cours, évidemment, une fois la vie normale retrouvée le plus vite possible, on l'espère. Justement, la vie normale à retrouver le plus vite possible, ça commencera de manière progressive, nous l'avons compris, avec le déconfinement à partir du 11 mai. Cette annonce du déconfinement a-t-elle amené un changement dans l'attitude, dans l'état d'esprit de vos clients? C'est vrai que c'est un tournant majeur. L'idée est de respecter absolument les règles sanitaires recommandées par le gouvernement. On remet en place progressivement notre activité, qui est d'ailleurs demandée par nos clients, autant par les acheteurs que par les vendeurs. Je vous avoue qu'on est tous très contents dans les équipes de retrouver nos clients, de retrouver ces liens, ces relations commerciales qui nous manquent terriblement. On a un vrai sentiment, après ces contacts qu'on a eus par nos mails, par nos SMS, par nos appels téléphoniques avec des dizaines et des dizaines de clients, on a un vrai sentiment de confiance qui est maintenu. D'ailleurs, ils ont raison de nous faire confiance. Et évidemment, toute cette activité qui sera remise en place sera faite avec l'idée de protéger de façon absolue les équipes, les clients. Alors, voilà. Justement, nous avons une question d'un internaute, Marc Toussaint, qui se demande de manière très concrète comment vous organiserez les visites après le 11 mai, les visites de biens en tenant compte des mesures barrières qui s'étendront après le 11 mai.
Alors, comme on vient de le voir, il y aura deux types de réalisation de visites virtuelles, ce qui permettra évidemment d'éviter les contacts. Ça n'empêchera pas, une fois que les biens auront été sélectionnés par les acquéreurs, de vouloir faire des visites physiques. À l'occasion de ces visites physiques, il est évident qu'on a mis en place des mesures très précises qui sont qu'avant et après chaque visite, le consultant et le client devront se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Le consultant Barnes et le client visiteur seront obligatoirement munis de masques, de gants et de surchaussures. Le client ne pourra toucher à aucune poignée, ni à rien d'ailleurs dans le bien qui sera visité. Et la distance minimum d'1 mètre, 1,50 m sera respectée entre les différentes personnes. Donc, c'est vraiment de façon très rigoureuse que nous organiserons cette remise dans l'activité. Pour terminer peut-être ce point, je pense, je répète ce que disait Thibaut de Saint-Vincent tout à l'heure, l'immobilier résidentiel est un secteur qui sera relativement préservé de notre point de vue. Car au même titre que l'alimentaire ou que le médical, ce secteur de l'immobilier reste un secteur essentiel à la vie de nos concitoyens. Ça a été naturellement très bien mis en valeur pendant ce confinement. Nous sommes absolument convaincus qu'une fois la crise sanitaire passée, il restera à affronter évidemment les crises économiques et financières. Et dans ce cadre, l'immobilier résidentiel confirmera sans doute son rôle évident de valeur refuge. On est très convaincus en tous les cas. Merci Richard Sipine. Nous allons maintenant rentrer sur le terrain pour voir justement comment s'est illustré ce statut de valeur refuge. Dans les 6e, 7e et 15e arrondissements, donc rive gauche, avec Thierry Chomel. Thierry Chomel, question assez large, là encore posée par plusieurs internautes. Quel portrait dressez-vous du marché de la rive gauche et plus spécifiquement des arrondissements dont vous vous occupez? Bonjour. Alors, les 6e et 7e arrondissements de Paris sont les quartiers les plus chers, avec le Marais, dont les prix ont beaucoup évolué ces dernières années. Nous sommes dans ces quartiers, en particulier dans le 6e, très rarement en dessous de 14 000 ou 15 000 euros le mètre carré, très souvent entre 17 000 et 20 000 euros, et parfois au-delà de 20 000, quelquefois bien au-delà de 20 000 pour les biens sans défaut. Alors les biens sans défaut, ce sont les biens rares, des biens avec vue, une vue saine, une vue sur un monument, les derniers étages avec du dégagement, des biens avec une terrasse. Les prix sont dans ce cas-là vraiment majorés au-delà, je dirais, de la norme moyenne de l'arrondissement. Le 7e arrondissement est un quartier familial avec beaucoup de grandes surfaces. Le 15e, qui est frontalier, est aussi un arrondissement familial et on a vu de plus en plus ces derniers temps de reports de familles qui recherchaient dans le 7e, qui sont installées à la bordure, à la frontière, dans le 15e arrondissement pour essayer de trouver des prix un peu moins élevés. Le 6e est un arrondissement différent qui attire beaucoup d'étrangers. Il représente évidemment un riche passé historique et culturel de Paris. Il y a beaucoup d'acquisitions qui sont des pieds-à-terre, des investissements patrimoniaux aussi, mais la proximité des lycées dans le 5e arrondissement fait qu'on a aussi beaucoup de familles qui veulent s'installer dans le 6e arrondissement. Alors, on parlait de valeur refuge, mais plutôt de refuge physique. Thibaut de Saint-Vincent l'a évoqué tout à l'heure. On a eu ces derniers temps, et je pense franchement lié au Covid, une évolution de comportement et plusieurs offres d'achat et projets d'acquisition liés à cette volonté de refuge physique. J'ai 2 exemples qui peuvent illustrer, je crois, ce comportement. Le premier, c'est une famille de 4 enfants qui recherchait dans le 7e arrondissement un bien d'une surface comprise entre 150 et 180 mètres carrés et qui finalement a opté pour un appartement de 250 mètres carrés divisible avec une surface de 170 mètres carrés et une autre de 80. Celle de 170 va permettre à la famille avec les 4 enfants de se loger et les 80 mètres carrés vont permettre de réunir sur le même palier les grands-parents ou les parents des acheteurs qu'ils vont, en l'occurrence, rapatrier d'une petite ville de province. Voilà, il y avait une vraie volonté de rapprocher toute la famille au sein du même logement.
Alors, comment ont-ils fait pour visiter ce bien pendant le Alors, confinement, la par visite, visite virtuelle ou... non, alors on a effectué une visite en FaceTime, c'est-à-dire qu'un de mes collaborateurs était dans l'appartement qui était meublé mais vide. Les propriétaires étaient absents. On a fait une visite en FaceTime, donc avec son portable. Ça a permis aux acquéreurs de souhaiter visiter le bien. Il correspondait bien à leurs critères. Et la visite a pu avoir lieu. On a eu l'accord des propriétaires, bien sûr avec tous les gestes barrières nécessaires qui ont été respectées. Et le bien a tout de suite séduit les acquéreurs. Donc l'offre d'achat a suivi. Elle était très proche du prix de présentation et elle a été acceptée relativement rapidement par les propriétaires. Et vous nous parliez d'un deuxième exemple? Oui, il y a un deuxième exemple sur le 6e arrondissement cette fois. Alors là, c'est une famille de 3 enfants dont l'aîné est actuellement étudiant dans un des grands lycées du 5e arrondissement. Il loge encore maintenant dans un studio, une chambre de service dans le 5e, proche de son lycée. Et ses parents ont souhaité acquérir un appartement ayant vendu le leur dans le 16e arrondissement. Ils ont souhaité se rapprocher. Et on fait une offre qui a été acceptée là aussi par le propriétaire pour un 130 mètres carrés donc dans le 6e arrondissement, dans le quartier de Bussy, donc entre le boulevard Saint-Germain et la Seine. Donc 130 mètres carrés pour loger les 2 enfants les plus jeunes et un studio de 22 mètres carrés qui va permettre de loger l'étudiant dans le même immeuble. Donc là aussi, un rapprochement familial. Donc, vous avez maintenu une certaine activité, une activité réelle malgré le confinement? Oui, très clairement. Alors, comme le disait Richard Tsipin tout à l'heure, c'est vrai que le premier mois, l'activité a été vraiment très, très ralentie, c'était calme. Mais depuis 15 jours, 3 semaines, les leads sur Internet sont vraiment repartis. On a beaucoup de mails, beaucoup de demandes d'informations et même de visites déjà. Et on a, alors, parmi les signatures qui ont eu lieu, à la fois de promesses et d'actes, Richard Tsipin le disait tout à l'heure, mais on a conclu, on a pu avancer sur bon nombre de dossiers, c'est vrai, grâce aux notaires. Parmi les avancées, il y a une vente un petit peu historique qui a été faite à plus de 10 millions d'euros. Alors, un chef d'entreprise qui avait en fait une double recherche sur la rive gauche, à la fois un logement familial, il souhaitait entre 300 et 400 mètres carrés, et des bureaux pour le siège social de son entreprise. Il n'y avait pas nécessairement volonté d'être dans le même quartier, ni même dans le même arrondissement, mais en tout cas sur la rive gauche. Et on a trouvé un immeuble qui lui a permis de réunir à la fois sa recherche personnelle et sa recherche professionnelle. Alors, avec 2 entrées indépendantes, donc très, très pratique, 600 mètres carrés à peu près, budget d'un peu plus de 10 millions. Et là aussi, ce qu'il nous a dit, c'est finalement, ça va être beaucoup plus simple, ça va m'éviter bon nombre de déplacements à moi et aux quelques collaborateurs qui seront au siège. Tous sont logés sur la rive gauche actuellement. Donc là aussi, je pense, un comportement lié peut-être à cette crise sanitaire en cours. Comment voyez-vous enfin le marché évoluer dans les semaines et les mois à venir sur votre secteur? Alors écoutez, le marché, c'est à la fois l'offre et la demande. L'offre, depuis l'annonce hier soir par notre Premier ministre de la possible reprise d'activité le 11 mai, donc on va réouvrir nos bureaux avec, comme le disait Richard Tsipin, toutes les règles de protection évidemment nécessaires. Nous avons appelé aujourd'hui nos propriétaires, on en a déjà joint une trentaine. Sur les 30 qui ont été appelés pour savoir s'ils étaient prêts à accepter des visites à partir du 11 mai, un seul nous a dit préférer attendre le début du mois de juin. Donc, dans 29 cas sur 30, on en a encore un certain nombre à appeler cet après-midi, demain, les visites vont être possibles. Donc, nous avons aussi de nouveaux mandats. Depuis 15 jours, 3 semaines, certains propriétaires nous ont appelés pour la mise en vente de leurs biens. Donc, la visite est programmée pour aller découvrir et estimer le bien à partir du 11 mai. Donc, ça veut dire que d'un point de vue de l'offre,
on n'est pas inquiet. Les vendeurs sont là. Côté demande maintenant, globalement sur Paris, on a entre 10 et 20 acquéreurs pour un appartement, et alors peut-être un petit peu moins sur les biens de prestige, peut-être qu'on est plutôt entre 5 et 10 sur des biens entre 15 et 20 000 euros du mètre carré. Mais là aussi, nous avons beaucoup d'acquéreurs qui ont demandé à pouvoir réaliser des visites dès le 11 mai. On a déjà des appartements sur lesquels il y a plusieurs visites de programmées sur 2 journées. Donc, je ne suis pas inquiet non plus en ce qui concerne la demande. Il y aura peut-être un petit léger tassement des prix, ou en tout cas une tentative de négociation sur les offres. Mais comme on l'a vu tout à l'heure aussi, quand il y a plusieurs acheteurs sur un même bien, il faut se méfier. Merci Thierry Chomel. Nous allons maintenant nous munir de notre autorisation de déplacement pour franchir la Seine et nous allons rive droite rejoindre Philippe Joffre. Philippe, est-ce que vous faites le même constat sur les 1er, 8e et 17e arrondissements? Globalement, oui. Bon, les prix ne sont pas tout à fait les mêmes, il faut bien le reconnaître. La particularité du 1er, 8e et 17e arrondissement est que, en fait, ça recouvre un type d'acheteurs assez différent et assez hétérogène. Il y a des acheteurs plutôt internationaux sur le 1er et le 8e arrondissement. Ça représente 15 à 20% de notre clientèle acheteuse, ce qui est quand même pas mal. Et le 17e, qui est un quartier plutôt familial. Donc, on a une belle vision de ce qui se passe au global sur le marché. Et puis, on a aussi sur les petites surfaces une clientèle d'investisseurs et qui d'ailleurs s'est manifestée beaucoup. On viendra peut-être probablement là-dessus tout à l'heure, pendant la période de confinement. Voilà. Donc, au début de la période de confinement, on avait une demande très, très forte, avec une offre, on va dire, relativement limitée, ce qui avait fait monter les prix de manière assez conséquente. On atteignait, même dans le 17e arrondissement, dans des quartiers familiaux, classiques, pour des beaux appartements, on atteignait parfois plus de 14 000 euros du mètre carré. Dans le 8e et le 1er, qui se caractérisent plus par des biens un peu exceptionnels, avec des vues comme le jardin des Tuileries, etc., qui attirent donc peut-être plus des clientèles de pied-à-terre ou des étrangers. On a aussi des exemples pendant la période de confinement d'une confirmation de leur volonté d'acquisition. Vous avez d'ailleurs réalisé des ventes portant sur de gros budgets durant cette période, ce qui n'était pas forcément ce à quoi on s'attendait au tout début du confinement. Oui, alors une vente, alors gros budget, oui. On a vendu, alors on a eu une offre acceptée juste avant la période de confinement. C'était la semaine précédant le 17 mars, d'un homme d'affaires français marié aux États-Unis, qui avait visité avec sa fille, qui avait fait une offre à 5,3 millions quand même sur un appartement qui donne justement sur le jardin des Tuileries. Et il se trouve que son épouse, qui était aux États-Unis, n'avait pas pu le visiter. Donc, en fait, on a mis en place un système justement de visite virtuelle, comme Richard en a parlé là tout à l'heure. On a fait venir un technicien, il est resté 1 heure dans l'appartement. L'appartement était vide, c'était un pied-à-terre d'un propriétaire belge. Et on a fait cette visite virtuelle qu'on a envoyée par un lien tout simplement à ce monsieur. Et qu'il a fait visiter virtuellement à son épouse et qui a donc confirmé son offre, puisque là, les notaires sont en contact et sont en train d'organiser la signature d'une promesse de vente. Donc, la vente à distance, la visite à distance permet de confirmer l'intention d'achat. Ben, écoutez, apparemment, oui. En tout cas, c'est une preuve concrète. Alors, il se trouve quand même que ce monsieur avait visité quand même en réel avant avec sa fille. Mais enfin, bon, ça a permis quand même de le confirmer. Donc, c'est quand même sur un appartement et sur un budget de 5,3 millions, ouais. C'est quand même pas mal. Vous m'avez parlé d'une autre vente qui se déroule bien grâce à un système de procuration. Ah oui, alors là, c'est pareil, une offre qui avait été acceptée juste avant la période de confinement, juste avant le 17 mars. Et on a signé, figurez-vous, effectivement, avec un acheteur, donc un grand couturier français,
qui a acheté près de l'Élysée un appartement à 3 480 000 euros et qui a signé directement avec des notaires qui étaient équipés pour, avec donc signature à distance, la vente en signature directe, sans passer par une promesse de vente. Et on a signé, alors ce n'est pas Poisson d'avril, on a signé le 1er avril, ce qui est quand même assez extraordinaire, avec un système de procuration, c'est-à-dire que le propriétaire avait bien sûr donné procuration à son notaire. L'acheteur avait aussi donné procuration à son notaire et le notaire donc, de l'acheteur avait donné procuration au notaire du vendeur. Voilà. Et ça s'est signé comme ça. Je crois que Grégory en parlera tout à l'heure, hein, Grégory Timantour, notre notaire. Justement, là, il est en train de nous maudire parce que nous sommes en train d'empiéter sur son sujet. Ah oui. Les demandes ont-elles évolué sur votre secteur pendant ces dernières semaines? Alors, curieusement, moi, je n'ai pas eu de cas de renégociation sur ce secteur. J'ai eu des questions à la Mentière de clients vendeurs hein, qui m'ont demandé si ça valait la peine parce qu'ils avaient vendu ils avaient acheté un appartement et ils vendaient le nôtre avec nous, avec Barnes. Et ils m'ont demandé conseil sur ce sujet-là. Il se trouve que c'est des appartements un peu exceptionnels avec des espaces extérieurs, des étages élevés. Comme la demande était très forte pour ce type de bien et l'offre finalement assez peu limitée, non, les comportements sont restés assez présents et assez identiques. Et je pense qu'on a su aussi les rassurer sur le fait qu'on était équipés pour faire les visites virtuelles, pour signer des mandats électroniques et tout ça a permis de mettre de l'huile dans les rouages. Bien, merci Philippe Joffre. Toujours rive droite, nous allons dans le 16e arrondissement. Guillaume Deblaye, quel est votre sentiment? Est-ce que vous partagez le constat dressé précédemment concernant l'évolution du marché? Je crois que vous avez réalisé une vente record là aussi en cette période pourtant confinée. Alors oui, en effet, tout à fait. Il s'agissait d'un très bel hôtel particulier d'à peu près 180 mètres carrés dans une voie privée à 2 pas de la place Victor Hugo, donc un bien qui est très recherché. Les propriétaires, qui est une famille française d'industriels, avaient accepté une offre au prix du mandat fin janvier, autour de 9 millions d'euros, et souhaitaient, en accord avec les acquéreurs, une association, pouvoir signer même pendant la période du confinement. Alors c'était au tout début des premières semaines de confinement, à un moment où il y avait une sorte de sidération, on ne savait pas trop comment gérer les choses. Mais c'est vrai que malgré les difficultés opérationnelles et grâce surtout à une forte implication des notaires, on a réussi à signer cette promesse record à distance avec des procurations. Donc avec un notaire, son clerc de notaire qui avait les 2 procurations des 2 parties. Alors mis à part évidemment cette très belle transaction qu'on a faite pendant le confinement, les premières semaines, bien que l'activité soit vraiment très au ralenti, étaient quasiment à l'arrêt. Le vrai tournant pour nous a été en fait quand le président a annoncé la date du déconfinement du 11 mai, où là, on a senti auprès à la fois des acquéreurs et des vendeurs une libération, une envie de pouvoir se projeter. Et c'est vrai que depuis cette date, on enregistre, comme dans les autres arrondissements, un rebond des demandes à la fois sur les biens et aussi des demandes d'avis de valeur. Les propriétaires aussi ont continué pendant ce mois et demi à nous solliciter pour des avis de valeur et comptent bien dès le 11 mai nous confier des mandats à la vente. Le côté très positif, évidemment, de tout ça, c'est que les propriétaires maintiennent leurs mandats, qui n'ont malheureusement pas pu faire l'objet de visites physiques. Et nous voyons aussi des vendeurs qui nous approchent pour mettre en vente leurs biens. Ce qui va permettre au marché un renouvellement de l'offre qui sera bienvenue puisqu'elle était relativement faible. Richard Sipin parlait tout à l'heure d'un appartement dans le 16e arrondissement dont l'acquéreur a tenté une renégociation. Vous allez peut-être nous en dire un petit peu plus, mais les circonstances actuelles ont-elles
entraîner, de votre point de vue, les acheteurs à tenter d'en tirer parti pour faire baisser les prix? Alors, évidemment, étant donné les circonstances, il y aura évidemment avec des propriétaires pressés de vendre des opportunités de pouvoir éventuellement renégocier. Le jeu de la négociation a toujours existé de toute façon, mais c'est vrai qu'on a quelques acquéreurs qui ont fait des offres, qui ont été acceptées, qui aujourd'hui veulent saisir l'opportunité éventuellement de renégocier les prix. Alors, c'est un jeu où on n'est pas toujours sûr de gagner, voire parfois de fortes chances de perdre. On a l'exemple dans le 16e d'un client qui avait fait une offre qui avait été acceptée à 3,5 millions d'euros sur un très bel appartement familial de standing, à peu près 200 mètres carrés, en étage élevé, avec une très jolie vue sur le jardin du Rhin-de-Lague. Voilà, donc c'est un bien rare sur le marché qui est souvent très, très prisé, très, très recherché de nos acquéreurs. Ce client, donc, pendant la durée du confinement, a voulu reporter la date de la signature, et lorsqu'il est revenu vers nous pour fixer une date, a souhaité renégocier le prix. Chose qu'il a faite et qui a laissé de l'espace, évidemment, à un autre acquéreur pour pouvoir se positionner au prix qui avait été accepté par le propriétaire. Donc, en fait, cet acquéreur, en voulant renégocier le prix, a perdu la main sur cet appartement et a perdu finalement la possibilité de l'acquérir. Donc, attention, sur un marché tendu comme le marché parisien, sur des biens de qualité recherchés, où on a souvent plusieurs acquéreurs, plusieurs offres, je dirais, pour un même bien. Ne laissez pas passer de belles opportunités pour négocier quelques dizaines de milliers d'euros sur un bien. Guillaume Debagne, en quelques mots, nous avons une question d'un internaute qui nous demande comment vous organisez les avis de valeur, c'est-à-dire l'estimation de la valeur d'un nouveau bien qui est proposé à la vente sans le visiter, sachant que, imaginez que ce cas de figure sera amené à se prolonger après le confinement. En quelques mots, comment on fait? Comment vous êtes sûr de votre coup? Alors évidemment, Richard Tsipin l'a évoqué tout à l'heure, nous allons utiliser une nouvelle organisation avec des nouveaux outils qui nous permettent, lorsque c'est indispensable, de pouvoir réaliser des avis de valeur à distance sans forcément visiter physiquement les biens. Et ça, c'est rendu possible aujourd'hui par des moyens techniques, notamment des lives qu'on peut faire avec un smartphone à distance. Alors ça, évidemment, c'est possible dès l'instant où le propriétaire nous transmet toute la documentation nécessaire sur l'appartement, qu'on a une vision assez précise, je dirais, de l'appartement. Voilà. Et ça, c'est aussi possible grâce à notre connaissance très pointue du marché et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir faire des avis de valeur à distance avec un degré de précision très réaliste. Merci Guillaume Debaille. Donc nous voyons que la manière de travailler a évolué de manière absolument extraordinaire dans un laps de temps très très court ces dernières semaines, du côté des agents immobiliers, mais aussi du côté des notaires. Nous avons avec nous Grégory de Simancourt, qui est notaire à Paris. Maître, les notaires ont effectué des prouesses, on peut le dire, pour maintenir l'activité immobilière malgré la crise sanitaire. Cela signifie-t-il que la digitalisation du notariat est enfin accomplie? Non, pas encore, pas tout à fait, mais en tout cas, elle est vraiment sur le bon chemin et elle avance à un rythme soutenu. Tout d'abord, je pense que tout le monde connaît les actes électroniques qui existent. Nous, à l'étude depuis 5 ans, et dans la plupart des études, dans 99% des études aujourd'hui, les actes électroniques sont en place et c'est un grand confort pour les clients. Ça permet surtout en fait, d'avoir des dossiers avec 0 papier, puisque tous les documents sont, même les documents papier sont scannés, donc tout est sur le serveur et sur le cloud. Et c'est ce qui a permis justement, avec la crise sanitaire, à l'ensemble de mes collaborateurs de partir avec leur ordinateur portable sous le bras chez eux ou à la campagne où ils avaient un autre lieu de confinement et pour continuer sans s'arrêter leur activité et assurer donc la continuité du service public et de la signature des actes. Donc ce télétravail, là moi j'ai eu un peu de chance pour le coup, puisqu'il y a 18 mois, mon informaticien, à l'occasion du renouvellement du parc informatique, m'a suggéré de prendre des ordinateurs portables pour tout le monde. Là où on en avait seulement 1 ou 2 généralement, pour que tout le monde puisse avoir accès à ce télétravail. Et c'était une façon de proposer l'égalité pour tous les collaborateurs. Mais du coup, c'est très utile en ce moment.
Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait que 15% des notaires en France qui étaient équipés juste au début du confinement, et que la Chambre des notaires a lancé de manière très dynamique l'informatisation et les abonnements en télétravail, a permis des abonnements en télétravail. Et aujourd'hui, une majorité des notaires sont équipés pour que leurs collaborateurs travaillent en télétravail. Donc, ça permet, en fait, à peine 2 mois après le début de la crise sanitaire, aux collaborateurs de la plupart des études d'être opérationnels et de pouvoir produire les actes et assurer du coup les signatures. Pour assurer les signatures, il ne suffit pas de produire les actes, évidemment, puisqu'il faut aussi que les clients signent. Comme ils ne peuvent pas venir signer, on a mis en place de manière systématique avec les recommandations de la Chambre des notaires, ce qu'on faisait déjà un petit peu de temps en temps, c'est-à-dire des procurations avec rendez-vous en FaceTime ou en WhatsApp vidéo avec les clients pour pouvoir certifier leur signature et bien vérifier que c'est eux qui ont signé. Et le client nous renvoie simplement sa procuration en scan, puisque maintenant les documents sont tous dématérialisés. Voilà. Très concrètement, Maître, comment se passe dans l'étude la signature d'un acte de vente en l'absence physique de l'acheteur et du vendeur? Comment ça se déroule pour que les internautes comprennent bien? Je crois que ça a été dit rapidement juste avant, mais en fait, oui, effectivement, pour signer un acte de vente, on a forcément besoin d'un notaire physique qui va signer, et puis il faut un vendeur et un acquéreur. Le vendeur et l'acquéreur ne pouvant pas être là, chacun du vendeur et de l'acquéreur doit être représenté par un collaborateur différent. Donc, il nous faut une équipe restreinte de 3 personnes à l'étude, un collaborateur qui va signer pour le vendeur, un collaborateur pour l'acquéreur et le notaire, enfin, qui authentifie l'acte de vente. Pour ça, donc, les collaborateurs vont aller récupérer les procurations des clients qui seront certifiés par le notaire, justement par le moyen que je vous disais d'organisation de rendez-vous en visio, par WhatsApp, FaceTime ou tout autre moyen comme Zoom, par exemple. Et donc, 3 personnes suffisent à l'étude. Tous les autres peuvent être chez eux et les signatures se font sans que les clients aient à se déplacer. Vous êtes nombreux, je m'adresse aux internautes qui nous regardent, vous êtes nombreux à nous envoyer des questions en ce moment même. Nous ne pourrons pas répondre à toutes ces questions. Nous les notons précieusement au fur et à mesure. Merci. Sachez qu'à la fin de notre table ronde, vous seront communiquées les différentes adresses email des intervenants. Vous pourrez prendre contact avec eux en direct pour leur poser toutes vos questions. Je reviens à vous, Grégory de Simancourt. Quelle est l'étape suivante? On est dans une période très particulière de confinement qui a amené une accélération, on le disait, de la digitalisation. Mais maintenant, le pli est pris, on ne pourra pas revenir en arrière. Non, de toute façon, il ne s'agit pas du tout de revenir en arrière. Et au contraire, la Chambre des notaires et le Conseil supérieur du notariat avaient déjà, parce qu'en fait, nous, on est une collectivité, avaient déjà de manière très dynamique envisagé des signatures sans déplacement des clients, notamment par développement assez fort de la visioconférence. Je pense que certains ont déjà assisté à des rendez-vous en visioconférence. Jusqu'alors, il fallait qu'un des 2 clients, vendeur ou acquéreur, donne une procuration au notaire de la partie adverse, si je puis dire, au notaire de l'acquéreur quand il est vendeur. Et bien demain, chaque client pourra aller signer chez le notaire de son choix et signera chez son notaire, pas forcément au même moment d'ailleurs que l'autre partie. Et donc, ça donne une grande souplesse. Et on pourra à tout moment régulariser un acte, simplement en poussant la porte d'une étude notariale, comme on a les mêmes systèmes. Donc, c'est vraiment très, très bien intégré. Là-dessus, je pense que le notariat a pas mal d'avance et donc on est prêt à affronter d'autres crises sanitaires, ou en tout cas à faciliter la vie des clients en leur laissant le maximum de souplesse pour qu'ils puissent réaliser leur grand projet. Juste pour que je comprenne bien, combien de temps faudra-t-il pour que toutes les études de notaires de France soient équipées? On en a une idée? Là, c'est plus une question de mois que d'années. En matière de visioconférence, je pense qu'il y a déjà, je n'ai pas de chiffres, mais j'imagine qu'il y a une étude sur 2 qui est déjà équipée. Et là, on vient de nous annoncer cette année la mise en place justement de ces visioconférences où chaque client signe chez son notaire sans avoir à aller chez le notaire du vendeur quand on est acquéreur ou chez le notaire de l'acquéreur quand on est vendeur. Merci Maître. On est vraiment en train de vivre
à travers cette crise qui est dramatique, mais en matière d'immobilier, une accélération absolument extraordinaire sur laquelle nous allons revenir avec Thibaut de Saint-Vincent en conclusion de cette table ronde. Thibaut de Saint-Vincent, nous venons de recevoir plusieurs questions qui reviennent à la même question, notamment de la part de Jean-Fernand Liot. À votre avis, quel sera l'ordre de grandeur de la baisse à attendre du prix au mètre carré dans les 3 ou les 6 prochains mois? Alors, je ne demande pas forcément de regarder dans votre boule de cristal, mais quel est votre sentiment, Thibaut de Saint-Vincent, sur l'évolution du marché? Je crois que tous les internautes se posent la question. Thibaut de Saint-Vincent? Oui, Ah, ça y est. oui. Oui, voilà, excusez-moi, j'avais coupé le son. Oui, donc c'est une question que tout le monde se pose naturellement depuis un moment. Nous-mêmes, nous la posons. Maintenant, c'est vrai que les premières réactions qu'on voit depuis quelques semaines et dont ont parlé tous les intervenants nous portent à la confiance. Cette crise est intervenue dans un marché, je le rappelais tout à l'heure, euphorique. Ça fait 4 ans que les prix montent à Paris de 10% par an, 2017, 2018, 2019, 2016 également. Et là, on était parti pour une hausse encore de 10%. On voyait une forte pression à la hausse des prix avec la continuation de ce qu'on appelle chez nous des ventes flash, c'est-à-dire des ventes en moins de 72 heures. On en avait déjà fait une bonne 50aine depuis le début de l'année. Donc, on voyait qu'on était parti pour aller sur une hausse des prix à Paris. Alors, ce que l'on peut dire, plutôt que de parler d'une baisse des prix, c'est qu'il y a probablement un arrêt de la pression à la hausse, naturellement, qui va se faire assez naturellement. De là à parler d'une baisse des prix, je ne m'y aventurerai pas. On le voit dans les dernières offres que nous avons. Donc, l'exemple de Guillaume de Play dans le 16e arrondissement est intéressant parce qu'on voit effectivement que pour certains, cette crise nécessite peut-être de revoir le prix, mais pour d'autres, finalement, c'est aussi le moyen de se positionner avec un peu moins de concurrence qu'avant sur des biens d'extrêmement bonne qualité. Voilà, donc on est assez confiant. C'est vrai qu'aujourd'hui, je dirais que ce qui va être surtout intéressant pour les clients, c'est d'avoir une vision globale parce que cette crise est globale. Donc, à pouvoir intervenir dans d'autres pays, d'autres destinations, dans d'autres secteurs, pouvoir saisir des opportunités. Vous savez qu'on a une expertise dans les golfs, la chasse, le yachting. Et c'est aujourd'hui, je crois, cette vision globale qui va être importante pour tous nos clients et pour leur permettre d'arbitrer aussi entre Paris et les belles régions de France et les belles destinations, parce que là aussi, on sent qu'il y a peut-être des comportements qui vont changer, le retour de la vie à la campagne. Donc effectivement, il y a beaucoup d'évolutions. Une chose est sûre aussi, la visite virtuelle, on en a parlé, est aujourd'hui une évidence. Il sera, on va systématiquement maintenant proposer cette possibilité aux clients de visiter d'abord le bien en visite virtuelle pour faire une première sélection, et puis la visite physique finalement sera peut-être moins courante qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Et voilà, donc là je pense que, en fait, en conclusion, je pense qu'on peut dire qu'on a la chance avec cet immobilier résidentiel haut de gamme d'avoir une valeur refuge qui est probablement ce qui peut être l'investissement le plus rassurant dans cette période un petit peu compliquée qui s'annonce. Voilà. Merci Thibaut de Saint-Vincent, merci à tous. Merci à vous qui avez suivi cette table ronde. Vous étiez très nombreux, vous êtes restés jusqu'au bout, soyez-en remerciés. Le Bards vous donne rendez-vous pour d'autres tables rondes sur d'autres secteurs dans les jours à venir. Demain, nous parlerons du littoral atlantique, la semaine prochaine de Londres et puis d'autres destinations, puisque le marché de l'immobilier de prestige, vous l'avez compris, continue et réaffirme son statut de valeur sûre. Merci à tous. Nous allons maintenant clore cette table ronde. Éric Broussard, je vais vous demander de fermer le webinaire.
Voilà, donc là, il y a les coordonnées de tout le monde. Si vous voulez nous joindre, nous sommes naturellement disponibles pour répondre à toutes les questions. Merci. Merci à tous.